Bienvenue à Autrement dit, votre émission radio. Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un phénomène biologique qui défie véritablement l'imagination. Un phénomène fascinant, oui. Absolument fascinant. Imaginez une substance capable de prendre un organisme vivant et de métamorphoser, mais littéralement, son destin. Prendre une espérance de vie de 6 semaines et la transformer en une longévité de 5 ans. C'est un changement d'échelle incroyable. Oui, multiplier sa taille, modifier l'intégralité de son anatomie reproductive, cette substance, elle existe. C'est la gelée royale, une sécrétion extraordinairement complexe produite par les abeilles. Tout à fait. Mais la question centrale qui nous réunit aujourd'hui dans notre analyse est la suivante. Les effets spectaculaires et indiscutables de la gelée royale sur le développement des abeilles justifient-ils les innombrables vertus qu'on lui prête en tant que thérapie pour l'homme ? C'est là tout l'enjeu. Sommes-nous face à un trésor pharmacologique universel, ou bien disons à une extrapolation totalement anthropocentrée d'un phénomène purement entomologique ? Et c'est l'essence même de notre divergence aujourd'hui. C'est une question qui touche vraiment à la façon dont nous comprenons la biologie dans son ensemble. Exactement. Alors, pour situer nos positions d'emblée, je défendrai l'idée que la puissance biochimique exceptionnelle de cette matrice nutritionnelle justifie pleinement la vaste étendue de ses applications thérapeutiques pour l'être humain. Je suis convaincu que c'est transposable. Et de mon côté, je soutiendrai à l'inverse que transposer les mécanismes épigénétiques très spécifiques d'une ruche à la complexité, enfin à la grande complexité des pathologies humaines, cela relève d'une erreur de catégorie biologique. Je suis convaincu que la fascination ne doit pas supplanter la rigueur scientifique. Bien, alors commençons par examiner ce qui se passe réellement dans la ruche, car au fond, c'est là que réside le fondement de cette promesse thérapeutique. La gelée royale n'est pas un simple miel, on est bien d'accord. C'est une sécrétion extrêmement dense qui est produite par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des jeunes abeilles nourrices. Et le miracle observable, car c'est bien d'un miracle de l'évolution qu'il s'agit, il est mesurable. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Prenez 2 larves génétiquement identiques. L'une est nourrie avec cette gelée pendant à peine 3 jours. Elle devient une ouvrière stérile avec une durée de vie de quelques semaines. C'est le destin standard, on va dire. Voilà. Mais l'autre, baignée exclusivement dans cette même substance, devient la reine. Son espérance de vie est multipliée par 40 et elle acquiert un appareil reproducteur capable de pondre des milliers d'œufs par jour. Ce bouleversement n'a rien de magique. Non, il est purement biochimique. Exactement. Il est dicté par des composants biochimiques uniques. On parle de l'acide pantothénique, la fameuse vitamine B5, d'un acide gras exclusif qu'on nomme acide 10-HDA, et de peptides antimicrobiens comme la royalisine. Des molécules très puissantes, en effet. Donc ma position est claire. Si ces principes actifs possèdent la capacité de réécrire le destin cellulaire et métabolique d'un organisme avec une telle fulgurance, il est parfaitement logique pour moi de concevoir que ces propriétés systémiques immunostimulantes, neuroprotectrices, soient transposables à notre propre physiologie. Après tout, les mécanismes de base de la respiration cellulaire, ils sont universels. Je partage tout à fait votre émerveillement face à cette mécanique apicole. C'est un chef-d'œuvre absolu de l'adaptation évolutive. Et la biologie de l'Apis mellifera ne cessera jamais de nous fasciner. Néanmoins, Il y a un mais. il y a un grand mais. Il est impératif de tracer une ligne de démarcation épistémologique stricte ici. Ce que vous décrivez avec tant de justesse, c'est un mécanisme de différenciation de caste chez un insecte eusocial. Oui, mais l'outil biologique reste le même. Attendez. La gelée royale agit comme un interrupteur épigénétique qui réveille des gènes très précis dans le génome de l'abeille. Mais ce déterminisme, il est intrinsèquement lié à cette espèce. Ma réserve clinique, elle naît de cette rhétorique de la panacée qui entoure souvent l'utilisation humaine de la gelée royale. Le terme panacée peut être fort, mais l'action est large. Mais c'est bien de cela qu'on parle dans le matériel Purnaeus. Affirmer qu'une substance forgée par des millions d'années d'évolution pour, disons, dicter le développement des ovaires d'un hyménoptère peut par un heureux hasard traiter la dépression nerveuse, réguler un diabète, soigner les rhumatismes et enrayer la chute de cheveux. Ah, la liste est longue, c'est vrai. Elle est interminable. Et pour moi, cela constitue une dilution extrêmement préoccupante de la rigueur scientifique. C'est transformer un fait biologique très pointu en une promesse de guérison chimérique. Écoutez, pourquoi séparer si radicalement les mondes biologiques ?
Si nous observons les affirmations thérapeutiques courantes, il y a une analogie qui revient souvent dans les textes et qui me semble particulièrement éclairante. Je vous écoute. C'est la comparaison avec le lait maternel ou le colostrum. Creusons un peu cette idée si vous le voulez bien. Le colostrum des mammifères, ce premier lait produit après la naissance, n'est pas juste de la nourriture. Non, c'est une transmission immunitaire. C'est une véritable clé de voûte immunitaire. C'est un cocktail de facteurs de croissance et d'anticorps qui transfère une résilience brute de la mère au nouveau-né. Eh bien, la gelée royale opère un transfert de force vitale tout à fait similaire. Les larves nourries exclusivement à la gelée royale connaissent une accélération métabolique fulgurante. Elle se développe 2 fois plus vite, oui. Voilà. Donc, si nous acceptons que c'est une densité nutritionnelle inouïe, pourquoi refuserait-on l'idée que cette concentration d'acides aminés, de vitamines, de facteurs de croissance puisse de manière analogue venir stimuler notre propre production cellulaire? Parce que le contexte est différent. Mais prenez la moelle osseuse. Pourquoi la gelée ne pourrait-elle pas relancer la synthèse des globules rouges et blancs chez l'homme? Notre moelle osseuse a constamment besoin de précurseurs biochimiques pour renouveler notre sang. Et la gelée royale en est un réservoir absolu. L'analogie du colostrum est intellectuellement très séduisante, je vous l'accorde. Mais elle porte en elle sa propre faille fondamentale. Laquelle? Voyez-vous, le lait maternel, ou le colostrum, est par définition intrinsèquement spécifique à l'espèce. Le colostrum humain est millimétré, d'un point de vue évolutif, pour se lier au récepteur de l'intestin d'un nourrisson humain. Le colostrum bovin, lui, est calibré pour un veau. Certes, mais l'apport nutritionnel de base reste bénéfique. Mais la gelée royale n'est pas qu'un apport nutritionnel. Sa finalité évolutive est vertigineusement éloignée de la moelle osseuse humaine. Son rôle exclusif est de bloquer la maturation sexuelle chez les ouvrières, tout en permettant à la reine de s'accoupler. C'est son rôle dans la ruche, oui. Permettez-moi de proposer une autre métaphore. Imaginez que le génome soit un ordinateur. La gelée royale, c'est une mise à jour logicielle incroyablement sophistiquée. Mais elle a été codée spécifiquement pour le système d'exploitation de l'abeille. Le BIOS, si on veut. Le BIOS, c'est amusant. Essayez d'installer ce programme sur un organisme humain en espérant qu'il optimise notre propre matériel, c'est méconnaître les bases de la compatibilité cellulaire. C'est une belle image, je vous l'accorde. Mais une cellule humaine et une cellule d'abeille, elles partagent des programmes communs tout de même. La mitochondrie, l'usine énergétique de la cellule, fonctionne exactement de la même manière chez un insecte et chez nous. Le métabolisme de base, oui, mais pas les voies de signalisation complexes. La manière dont la gelée désactive la méthylation de l'ADN chez l'abeille pour libérer les gènes de la reproduction, ça n'a aucun équivalent direct dans l'axe hypothalamo-hypophysaire d'une femme en préménopause. Je vois où vous voulez en venir. C'est là que le bas blesse. On observe une action épigénétique éblouissante chez l'insecte et l'on postule, sans aucune preuve mécanistique solide chez l'humain, qu'elle régulera des déséquilibres hormonaux complexes. Vouloir forcer cette symétrie interespèce, c'est ignorer l'incommensurable distance phylogénétique qui nous sépare. Attendez, je comprends votre réticence face à une transposition directe des mécanismes évolutifs. C'est vrai, nous ne sommes pas des abeilles géantes. Heureusement pour nous. Heureusement en effet, mais vous vous focalisez sur l'objectif final de la ruche, la reproduction, alors que je vous invite à examiner les outils biochimiques utilisés pour y parvenir. Laissons de côté le système d'exploitation, pour reprendre votre image, et regardons le code source, molécule par molécule. Très bien, regardons les molécules. HDA, l'acide 10-hydroxy-2-décénoïque. Ce dernier n'est pas juste une curiosité entomologique. C'est un acide gras saturé dont la structure spatiale est unique dans toute la nature. C'est vrai, il est propre à cette sécrétion. Or, nous savons, grâce à la pharmacognosie, que certains acides gras très spécifiques peuvent s'insérer dans nos membranes cellulaires humaines et moduler par exemple l'activité de nos macrophages. C'est un mécanisme direct, mécanique. Sur des modèles cellulaires, oui. Et la royalisine, elle perfore la paroi de certaines bactéries. Ce n'est pas spécifique à l'abeille, une paroi bactérienne reste une paroi bactérienne, même dans un corps humain. Donc si vous ingérez une matrice qui combine un agent antibactérien de pointe, un carburant mitochondrial massif comme la vitamine B5 et un modulateur lipidique unique, vous obtenez un cocktail théoriquement puissant. Exactement. Et c'est pour ça que la diversité étonnante des allégations thérapeutiques devient logique. Si elles semblent traiter à la fois des affections cutanées, des fatigues chroniques et des sensibilités virales, ce n'est pas parce que c'est de la magie,
C'est parce que son action est systémique et se situe vraiment à la racine de la résilience métabolique. Je ne nie absolument pas l'existence, ni même l'intérêt de ces molécules isolées. L'étude de l'acide 10-HDA ouvre effectivement des perspectives passionnantes en recherche pharmacologique, et son action in vitro est très bien documentée. Alors pourquoi cette résistance clinique? Parce que là où mon scepticisme intellectuel s'éveille, c'est face à l'intégration de ces composants dans la promesse thérapeutique globale, telle qu'elle est présentée. L'argument de l'action systémique à large spectre, il est souvent utilisé comme un parapluie conceptuel pour masquer des contradictions physiologiques flagrantes. Des contradictions flagrantes, ouais. Mais le soutien métabolique n'est pas contradictoire, il est simplement diffus. Quelle contradiction voyez-vous exactement? Eh bien, observons attentivement les bénéfices qui lui sont publiquement attribués. D'un côté, on nous affirme que la gelée royale a des propriétés euphorisantes, qu'elle est le stimulant parfait pour chasser le trac d'un étudiant avant un examen, qu'elle aiguise l'acuité mentale. Oui, elle est reconnue pour lutter contre l'asthénie. En termes médicaux, on décrit là une action sympathomimétique. Si vous me permettez d'interrompre juste une seconde pour clarifier ce terme pour ceux qui nous écoutent, vous parlez ici du système nerveux sympathique, celui qui agit comme, disons, la pédale d'accélérateur de notre corps. C'est ça, Celui qui déclenche l'adrénaline, la vigilance, la fameuse réaction de fuite ou de combat. exactement. C'est une activation très puissante de l'organisme. Mais dans le même souffle, les défenseurs de cette substance affirment qu'elle est un remède souverain contre l'insomnie chronique, l'anxiété profonde et qu'elle favorise la cicatrisation silencieuse des ulcères gastriques. Des processus de réparation en somme. Voilà. Or, ces états de réparation et d'apaisement exigent l'activation du système nerveux parasympathique. Donc, pour reprendre notre image de voiture, il faudrait appuyer sur la pédale de frein, celle du repos et de la digestion. C'est tout à fait cela. Et voilà le paradoxe. Sur le plan purement biochimique, être simultanément un excitant qui fouette le système nerveux pour combattre le trac et un sédatif profond qui soigne l'insomnie, cela exigerait de la substance qu'elle interagisse avec des réseaux de neurotransmetteurs diamétralement opposés. Je vois. La probabilité qu'une même matrice nutritionnelle puisse ingénieusement lire le corps humain et choisir quelle voie neurologique activer en fonction de la détresse de l'hôte, stimulant le matin, somnifère le soir, franchement, cela s'apparente à une pensée magique. Ce n'est plus de la pharmacodynamie rigoureuse. D'accord, je saisis le pas là, ça part. Mais je ne suis pas du tout convaincu par cette ligne de raisonnement, car elle présuppose que la gelée royale agit comme une drogue allopathique ciblée. Vous appliquez la grille de lecture d'une molécule de synthèse conçue pour forcer un récepteur unique à un complexe nutritionnel organique. La physiologie reste la physiologie, synthétique ou naturelle. Oui, mais avez-vous envisagé le concept d'adaptogène? La nature regorge de substances complexes. Prenez le ginseng ou l'ashwagandha. Leur fonction n'est pas de forcer une direction unique, mais de réguler l'axe du stress, l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénal. L'argument de l'adaptogène. Laissez-moi terminer l'idée. Si un organisme est épuisé, en sous-régime, l'adaptogène aide à retrouver un niveau basal d'énergie. S'il est en sur-régime nerveux, consumé par le stress qui cause l'insomnie, l'adaptogène aide à abaisser le cortisol. Il ne s'agit pas de choisir consciemment entre l'accélérateur et le frein. Il s'agit de fournir au corps les matériaux bruts, comme cette vitamine B5 qui est essentielle à la synthèse hormonale, pour que le corps lui-même rétablisse son homéostasie. Je dois dire que l'étiquette d'adaptogène est de plus en plus utilisée comme une sorte de carte blanche justificative lorsque les mécanismes précis nous échappent. Mais même si nous concédons une certaine forme de régulation non spécifique de l'homéostasie, cela nous amène à notre troisième point d'achoppement. Lequel? L'immensité vertigineuse des indications thérapeutiques. Nous ne parlons pas ici de soulager une simple fatigue passagère. Les promoteurs de la gelée royale dressent une liste qui inclut l'asthénie sévère, les cystites à répétition, l'ostéoporose, les désordres cardiovasculaires, la dégénérescence cognitive. Je maintiens qu'une telle prolifération d'indications traduit vraiment un manque de jugement clinique. Mais encore une fois, si l'on accepte l'idée d'une régulation fondamentale au niveau cellulaire, d'une diminution systémique de l'inflammation grâce au 10-HDA, cet inventaire de pathologies disparates s'explique très rationnellement. Vous trouvez ça rationnel de traiter l'ostéoporose et la cystite avec le même pot de gelée royale? Écoutez, l'ostéoporose bénéficie directement de la vitalité de la moelle osseuse. La cystite, qui est une infection bactérienne, rencontre la résistance des peptides antimicrobiens. Les troubles de la mémoire sont atténués par une meilleure oxygénation neuronale. Ce que vous percevez comme une énumération chaotique, je l'interprète comme la signature évidente
d'une substance qui cible le terrain cellulaire initial et non la maladie finale. C'est une architecture théorique très élégante, je le reconnais volontiers, mais elle se désagrège totalement au contact de la réalité clinique in vivo. Ah bon? Pourquoi cela? Opposons à cette vision un scepticisme scientifique rigoureux. Prenons l'ostéoporose par exemple. C'est une perte structurelle complexe de la trame protéique de l'os, souvent liée à des chutes œstrogéniques chez la personne âgée. Oui, tout à fait. Avaler de la gelée royale ne va pas soudainement inverser le ratio entre l'activité des ostéoclastes qui détruisent l'os et les ostéoblastes qu'ils construisent, simplement parce qu'elles contiennent une forte densité d'acides aminés. Il y a un gouffre épistémologique entre constater la mort d'une bactérie dans une boîte de pétri sous l'effet de la royalisine et affirmer qu'ingérer cette même protéine va soigner une cystite aiguë causée par la bactérie E. coli dans la vessie humaine. L'absorption est toujours le défi, c'est certain? C'est plus qu'un défi. Les sucs gastriques humains ont la fâcheuse habitude de détruire les protéines fragiles bien avant qu'elles n'atteignent le tractus urinaire. Et c'est précisément pour cela que la forme d'administration, la conservation sous la langue et la fraîcheur du produit sont cruciales dans la pratique de l'apithérapie. On ne l'avale pas comme un simple aliment. Peut-être. Mais ce qui est particulièrement révélateur dans la littérature entourant ces cures, c'est l'invariable conclusion de ces longues listes de promesses miraculeuses. Vous faites référence aux avertissements d'usage et standards. Oui. Après avoir décrit la gelée comme capable de juguler le diabète, la dépression nerveuse et les ulcères, on retrouve toujours à la fin du texte la même injonction. Pensez à demander conseil à votre thérapeute. Eh bien, heureusement, c'est une clause de précaution éthique standard. C'est tout à fait responsable de leur part. On ne traite pas un diabète seul sans suivi. Mais c'est bien plus qu'une simple précaution éthique. C'est l'aveu tacite qu'un tel arsenal de promesses nécessite la médiation d'un véritable jugement médical. Bien sûr que le médecin reste au centre. Mais si la substance corrigeait réellement par elle-même la physiologie complexe d'une dépression ou l'insulinorésistance d'un diabète de type 2, la figure du médecin deviendrait superflue. Cette injonction finale démontre les limites de l'automédication basée sur l'admiration d'un prodige biologique. Elle prouve que s'appuyer sur la magie de la ruche ne remplace pas un diagnostic ciblé. Je vois tout à fait pourquoi vous soulignez cette réserve, et je conviens qu'une supervision médicale demeure incontournable, particulièrement lorsqu'on aborde des déséquilibres métaboliques profonds. Personne, évidemment, ne devrait abandonner son traitement pour se nourrir exclusivement de produits de la ruche. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. Absolument. Néanmoins, l'existence de cette prudence clinique n'invalide en rien la puissance intrinsèque de la matrice biochimique. Pour synthétiser ma perspective à l'issue de cet échange, je reste intimement convaincu que nous sommes devant un véritable trésor biologique. Le simple fait que la nature ait forgé des molécules telles que l'acide 10-HDA, capable de multiplier par 40 l'espérance de vie d'un organisme hautement complexe, cela indique un potentiel régulateur phénoménal. Les ramifications thérapeutiques de cette substance pour l'humain méritent d'être explorées avec persévérance et une curiosité scientifique sans bornes. Nous ne devrions pas balayer ce potentiel d'un revers de main sous prétexte d'un cloisonnement dogmatique entre les espèces. Je comprends votre vision. Et de mon côté, je tiens à réitérer que je partage votre profond émerveillement face à la gelée royale. En tant que chef-d'œuvre de la machinerie épigénétique de l'évolution, elle force respect, vraiment. C'est indéniable. Cependant, je maintiens ma position initiale qui est fondée sur la prudence clinique. La véritable rigueur intellectuelle exige de faire la distinction entre l'admiration d'un phénomène fascinant chez l'insecte et son application médicale chez l'humain. Une frontière stricte, donc. Oui, nous courons un risque intellectuel et sanitaire lorsque nous transformons un aliment adaptatif hautement spécialisé en une panacée illusoire. Ce n'est qu'en respectant la véritable nature de cette substance, en admettant les limites de sa transposition chez l'homme, que nous lui rendons véritablement hommage. C'est une conclusion qui souligne très bien la complexité de notre sujet. Il est évident que, bien que nos lectures des applications cliniques divergent substantiellement, nous nous retrouvons sur un point fondamental, la stupéfiante intrication de cette biologie de la ruche. Tout à fait. Notre débat d'aujourd'hui ouvre finalement la porte à des réflexions beaucoup plus vastes sur notre relation globale à la médecine naturelle, sur la manière dont nous tentons de traduire les miracles de la biodiversité pour pallier notre propre vulnérabilité corporelle. Le dialogue entre la biologie évolutive et la médecine thérapeutique est un terrain inépuisable. La nature est riche, c'est certain, mais elle n'est pas toujours directement traduisible. Exactement. Nous laisserons donc à nos auditeurs le soin de peser ces arguments et de former leur propre jugement intellectuel sur la question.
Pour clore notre réflexion, j'y repensais plus tôt, nous avons souvent cette attente d'une médecine parfaite, appelons une solution tranchée. Une ligne droite. Oui, une ligne droite. Mais lorsque l'on scrute les mystères de la gelée royale, on s'aperçoit que la biologie révèle plutôt un réseau organique en perpétuel mouvement, où les frontières entre les merveilles de la ruche et la physiologie humaine demeurent de magnifiques eaux troubles. Merci de nous avoir accompagnés dans cet échange. Au revoir et à bientôt.